Cette émission vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui vous invite à découvrir les nombreux trésors de cette magnifique région de l'Est du Québec, là où le fleuve et les îles font partie du quotidien. Et par Aviation MH de Rivière-du-Loup et son propriétaire Martin Yvon. Profitez des services de taxi aérien et d'introduction à la voltige. Survolez la région, seul ou entre amis. 88 894 7492. Les îles du Saint-Laurent, nous les voyons chaque jour, mais les connaissons-nous vraiment? La majorité semble calme et abandonnée, alors qu'en fait, elles regorgent de vie, ont gardé leur caractère sauvage et sont des havres pour des milliers d'oiseaux. Dans les minutes qui vont suivre, je vous invite à découvrir avec moi ces îles au trésor. Ici Michel Harvey, bienvenue à cette émission des îles au trésor. Cette semaine, nous poursuivons notre périple dans les îles de la Société du Vénord. Nous en apprendrons davantage sur l'histoire des îles du Pô et leur importance pour la navigation depuis plus de 400 ans. Olivier Caron nous tracera aussi les origines du phare du Pô et du comptoir maritime qui s'y trouvait. Notre collaboratrice Mireille Poulain nous parlera de la cohabitation colonie-gardien de phare, tandis que Jean-David Viel, dans sa chronique Écho du large, nous expliquera comment les îles constituaient des refuges de choix lors des tempêtes sur le fleuve. Le phare lui-même a été construit en 1861. C'est un phare qui était utilisé pour la navigation dans le chenal sud. Aujourd'hui, la navigation se fait du côté nord de l'île aux Lièvres, mais à l'époque, c'était du côté sud. Le phare sera occupé par des gardiens jusqu'en 1964. À partir de 1964, on va installer un système automatisé. Donc, plus de gardiens au phare, il fonctionne tout seul. Il va fonctionner comme ça pendant 11 ans. Le phare de l'île du Pô à l'eau-de-vie a été abandonné et a même failli être détruit. Et là, en 1975, ils vont installer ce qu'on appelle une tour à claire-voie, la tour métallique qu'on voit à côté du phare. Donc là, ça va complètement remplacer le phare. Donc il va être abandonné et laissé aux mains, malheureusement, de squatteurs, dont certains deviendront vandales. Donc les vitres vont être cassées tout le tour, les portes arrachées. Et là, vous imaginez la pluie, la neige qui entre directement dans le bâtiment, ce qui fait que la bâtisse va subir énormément de dégâts. Tellement que le gouvernement a décidé de détruire le phare du Pô à l'eau-de-vie dans les années 80. Ce qui est arrivé d'ailleurs au phare de l'archipel des Pèlerins, qui était identique à celui-là, lui a subi à peu près le même sort, sauf que celui-là a été détruit. Et lui, heureusement, est toujours debout. Finalement, il est passé tout près de la destruction. Mais heureusement, la Société du Vénord a pris les choses en main. Quand on est arrivé dans les îles dans les années 80, le phare était à l'abandon depuis 1964. Et ça nous attristait de voir un élément aussi unique de notre patrimoine maritime qui était complètement délabré. Alors, on a convenu avec Transport Canada, qui dans le temps gérait le phare, de le restaurer dans un délai précis et de le convertir en auberge. Alors, on a fait ça en 1989 et on a ouvert le phare à ce moment-là, en 90, pour des gens qui peuvent venir y coucher, y dormir. C'est une auberge unique, 3 chambres, dépaysement total, nourriture sans aide gastronomique de grande qualité et surtout une opportunité là, de voir des bélugas, des petits rorquals, des oiseaux marins dans une formule d'hébergement qui est somme toute de calibre international. L'île du Pô à l'eau-de-vie est souvent appelée Brandy Pot.
Contrairement à la relation de cause à effet que l'on pourrait y voir entre l'eau-de-vie et le brandy, la raison de cette dénomination est tout autre. À l'origine, ce petit archipel-là, c'était les îles du Pot à l'eau-de-vie. Sous le régime français, toute la cartographie là, qui a été produite par les Français entre les années 1600 et jusqu'à la conquête en 1759, c'est toujours le vocable « île du Pot à l'eau-de-vie ». Mais une fois que les Anglais ont pris le contrôle, là, évidemment, l'appellation Brandy Pot est devenue plus courante. Alors, les gens de Rivière-du-Loup, encore maintenant, appellent ça le Brandy Pot. Ça évoque... les gens pensaient que ça faisait allusion à la contrebande. C'est pas le cas, parce que la contrebande, c'est un phénomène récent. C'était dans les années 30, 1930, 1920 à 1932 à peu près. C'est que sur l'île du Pot à l'eau-de-vie, où est le phare aujourd'hui, la seule eau potable qu'on a, c'est l'eau qui surgit dans des cuvettes. Et cette eau-là est colorée par des acides humiques qui proviennent des sols organiques. Et cette eau-là, étant colorée, a l'aspect du brandy ou de l'eau-de-vie. Alors, c'est l'appellation, l'origine de l'appellation qui est la plus plausible. Aujourd'hui, dans sa chronique Écho du large, Jean-David Viel nous explique comment les îles constituaient des refuges de choix lors des tempêtes sur le fleuve. Les îles vont protéger les navires. Les vents dominants qui soufflent sur la région proviennent de l'ouest. Parfois, comme aujourd'hui, on a des vents du nord. Conjugué aux effets des marées, ça peut amener des conditions de navigation difficiles. À l'époque, les gens s'abritaient sur la côte sud des îles. Comme ça, ils pouvaient rester à l'ancre et débarquer au sol en attendant que l'accalmie revienne et que les conditions de navigation redeviennent meilleures. Ici, aujourd'hui, on a juste un petit vent du nord d'environ 25-30 km/h. On voit quand même à l'arrière-plan que ça va nous donner beaucoup de moutons sur le fleuve, beaucoup de vagues. Il est déjà arrivé cependant que ça a été beaucoup plus difficile que ça. En fait, juste à l'embouchure du Saguenay, on se retrouve avec une île artificielle qui est là. C'est un phare, c'est le phare du Haut-Font-Prince. En fait, au niveau des phares, on pourrait qualifier 3 types de phares. Il y a ceux qui sont situés sur la terre ferme, sur le continent. Ça, c'est des phares qu'on surnomme le paradis. Il y a des phares qui sont situés sur des îles. Il y a quand même une situation d'isolement. C'est des phares qu'on peut qualifier de purgatoire. Un phare qui est construit en pleine mer, loin de toute terre, ça, c'est un phare qu'on appelle un enfer. Et l'enfer, c'est ce que les gardiens ont connu. Cette journée-là, on ne s'y attendait pas vraiment. La dinde était au four pour le réveillon de Noël et une tempête s'est levée. Les vagues précipitaient les morceaux de glace dans les quartiers d'habitation. Les gardiens se sont réfugiés dans la tourelle menant au phare et ce n'est que 36 heures plus tard qu'on a pu leur porter secours. En fait, pour eux, le Père Noël est arrivé en hélicoptère. Il a fallu beaucoup de travail aux responsables de Duvernoy pour rénover le phare afin de lui redonner son lustre. Quand Duvernoy a restauré le phare en 89, il y a eu énormément de travaux à faire, que ce soit pour les infrastructures d'accueil, pour amarrer le navire, faire monter les gens sur l'île. Le phare lui-même était très endommagé, donc il a fallu le restaurer en entier. Il y a même une section qu'on a dû complètement démolir et reconstruire, étant donné que c'était trop endommagé. On ne pouvait pas juste restaurer, il fallait vraiment tout refaire. Mais le carré principal du phare, c'est la structure d'origine de 1861. La coupole au sommet de la tour a dû être remplacée, étant donné qu'elle n'était plus là. Donc, on a dû faire cette coupole-là sur mesure. C'est un élément très important du phare, évidemment. Et puis, tout a été fait selon les devis de construction de 1861. On s'est basé sur des photos aussi, jusqu'aux essences de bois
qui sont les mêmes qu'en 1861. Donc, on a vraiment quelque chose d'authentique. On se croirait en 1861. Peu de gens savent qu'il y a déjà eu un comptoir maritime sur l'île du Pô à l'Eau-de-Vie. Avant même la construction du phare, il y avait un comptoir maritime sur l'archipel du Pô à l'Eau-de-Vie. Un comptoir maritime, en fait, c'est on pourrait dire un magasin général où les marins pouvaient acheter des fournitures, donc des vivres, des fournitures pour les bateaux aussi. Et parce qu'il faut savoir, l'archipel est très connu là, par les marins là, depuis plus de 400 ans. Donc là, déjà, l'endroit était connu, alors c'était un endroit idéal pour établir ce type de commerce. Et là, bien, ce qui est amusant là-dedans aussi, c'est que celui qui opérait le comptoir maritime, M. Jean-Baptiste des Trois-Maisons, dit Picard, c'est lui qui est devenu le premier gardien de phare du Pô à l'Eau-de-Vie en 1861. Le comptoir maritime a fonctionné pendant plus d'une dizaine d'années, quand même. Bien, en fait, dans le comptoir maritime, on retrouvait des fournitures pour les bateaux, des amarres, de l'eau potable, des vivres. Donc, tout ce qui pouvait aider les marins à continuer leur chemin, parfois difficile, vers Québec ou Montréal. Ce qui est intéressant à propos des îles du Pô, c'est leur importance. On en a parlé pour la biodiversité, évidemment, c'est très riche, mais les marins utilisent l'archipel, en fait, depuis plus de 400 ans. Déjà, à l'époque des grands navigateurs, on connaissait l'endroit. C'est que ce petit archipel d'à peine 1 km² est reconnu comme étant un des meilleurs mouillages de tout le Saint-Laurent. Un mouillage, en fait, c'est un endroit où on peut mouiller l'ancre et se protéger en cas de mauvais temps ou d'avarie, par exemple. On dit que c'est un des meilleurs, même les marins du coin vous diront peut-être que c'est le meilleur mouillage du Saint-Laurent. Il y a une bonne raison à ça. D'abord, il n'y a pas de récif autour de l'archipel, donc c'est facile d'accès, même pour un gros navire, parce que l'eau est relativement profonde, presque tout le tour. Et ce qui est vraiment bien, c'est que peu importe la direction du vent, parce que c'est souvent pour s'abriter du vent qu'on va au mouillage, donc peu importe la direction ici du vent, bien, vous êtes à l'abri. Donc si le vent tourne, vous allez de l'autre côté de l'archipel, il y a des belles anses qui vous abritent de tous les vents, peu importe la direction. Ce qui en fait un endroit très important. Et on en a besoin d'endroits comme ceux-là sur le Saint-Laurent parce que là, aujourd'hui, il est très calme, il n'a pas l'air très dangereux, là, notre fleuve, mais en fait, on le considère comme étant un des cours d'eau les plus dangereux au monde pour la navigation. D'abord à cause des courants qui sont très forts sur le Saint-Laurent. Le courant du fleuve lui-même, il ne faut pas oublier que c'est une rivière, le Saint-Laurent, hein, le courant descendant donc, et les courants de marée. La marée vient et repart. Donc là, ça fait des courants très forts qui vont dans toutes sortes de directions et qui peuvent être difficiles à naviguer. On ajoute à ça les hauts-fonds. Il y en a des centaines sur le Saint-Laurent, de ces hauts-fonds-là, dont un tout près d'ici, tout près des îles, environ à la mi-traversée. Donc, c'est 8 km de Rivière-du-Loup aux îles, donc à 4 km environ de la côte, il y a un endroit où, à marée basse, il y a 2 mètres de profondeur seulement. Donc, pour un gros navire, on doit faire attention. Donc là, je vous parle du haut-fond là, qui est tout près d'ici, mais il y en a des centaines comme ça sur le Saint-Laurent, de ces hauts-fonds-là. Et là, en plus, si vous naviguez pendant une journée de brouillard, bien là, ça peut vite devenir extrêmement dangereux. Surtout, comme je disais, à une époque où il n'y a pas beaucoup de technologie, voire aucune, à bord des bateaux. La cartographie est moins précise. Donc là, ça peut rapidement être hasardeux de naviguer sur le fleuve. Le fleuve Saint-Laurent est capricieux. Plusieurs navigateurs ont goûté à ces humeurs changeantes qui sont à l'origine de plusieurs naufrages. Au milieu des années 1800, là, il y avait 2 facteurs.
D'abord, une augmentation du trafic sur le Saint-Laurent. De plus en plus de bateaux naviguaient le fleuve. Et là, on manquait de balises, on manquait de phares. Donc là, à cette époque-là, il y a eu énormément de naufrages. Pour vous donner une idée, là, entre 1840 et 1849 seulement, on parle de 240 naufrages sur le Saint-Laurent, à une époque où le fleuve se navigue 6 mois par année. Donc on peut dire 240 naufrages en 4 ans et demi, finalement. Ce qui est énorme et inacceptable même pour les marins, parce que d'abord, on peut perdre la vie sur le Saint-Laurent, perdre son navire. Et à cette époque-là, même au début des années 1800, les assurances, le principe d'assurance, ça existait déjà. Donc les marins assuraient leur navire. Et là, bien, suite à tous ces naufrages-là, on imagine que les primes ont monté en flèche. C'était devenu très coûteux assurer un navire naviguant sur le fleuve. Et là, bien, c'est les marins qui ont fait des pressions pour avoir davantage de balises, davantage de phares sur le Saint-Laurent pour le rendre plus sécuritaire, plus facile à naviguer. Donc, c'est à ce moment-là, en 1861, qu'on a construit le phare du Pot-à-l'Eau-de-Vie. Avant que ce phare-là soit construit, et quelques autres là, à la même époque, imaginez, il y avait seulement 5 balises, 5 phares sur tout le Saint-Laurent, ce qui était nettement insuffisant. Donc là, de nouveaux phares ont été construits, dont celui-là et celui des Pèlerins en 1862. Les îles sont belles, ces écosystèmes sont fragiles et tout comme la faune et la flore du fleuve, très sensibles à la pollution humaine. Bon, dire que ça nuit directement à l'environnement, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'est un sujet assez complexe quand même. On connaît la problématique, surtout dans l'océan Pacifique. Là, il y a ce qu'on appelle le continent de plastique. Les poissons et les oiseaux, on y retrouve dans leur organisme des particules de plastique. Pour ce qui est du Saint-Laurent, évidemment, le Saint-Laurent ne fait pas exception à la règle. Il y a beaucoup de déchets qui descendent le fleuve. Et là, en plus, il y a du courant. Ici, il y a beaucoup de courant. Donc, ces déchets-là se promènent et sont charriés. Pour ce qui est de l'île aux Lièvres, étant donné que c'est des grandes battures et des grandes plages sur plusieurs kilomètres, bien là, malheureusement, il y a beaucoup de déchets qui arrivent jusqu'à l'île. Toutes sortes de choses. On a déjà trouvé une cabane pour la pêche sur glace, une vieille chaloupe brisée, des barils, des gros barils de plastique, on en trouve régulièrement. Du styromousse, ça c'est une problématique. Le styromousse, on en retrouve sans cesse. Donc, effectivement, il y a cette problématique-là. Mais c'est beaucoup moins pire que ça a déjà été, surtout au niveau de la pollution là, par des agents chimiques. C'est beaucoup moins pire. Avec les centres d'épuration là, des eaux usées, là, on a vraiment amélioré la chose et le fleuve se porte mieux. On le voit quand on fait des échantillons de sédiments dans le fond du Saint-Laurent. On voit que les sédiments plus anciens sont beaucoup plus contaminés par les métaux lourds, entre autres, que les sédiments les plus récents. Donc, ça s'améliore quand même. Il ne faut pas dresser un portrait seulement négatif à ce niveau-là. Là. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, puis on constate que ça s'améliore beaucoup. À la chronique Go Oiseau aujourd'hui, Mireille Poulain nous parle de l'importante cohabitation qu'entretenaient les colonies d'oiseaux marins et les gardiens de phare. Sur plusieurs îles du Saint-Laurent, nous pouvons trouver des colonies d'oiseaux marins. Les îles sont particulièrement avantageuses pour y faire des colonies. D'abord, on a la proximité de l'eau, donc la proximité de la nourriture pour les oiseaux marins. Ensuite, il y a moins de prédateurs sur les îles que sur la côte. Et finalement, il y a moins de dérangements humains aussi.
Les oiseaux marins passent beaucoup de temps en mer. Ils passent en fait tout l'hiver en mer. Mais pour se reproduire, pour une bonne partie de l'été, ils vont se concentrer sur les îles. Chacun des oiseaux marins a aussi un habitat particulier sur les îles pour nicher. Par exemple, la mouette tridactyle va nicher sur les falaises. Les guillemots marmettes aussi vont nicher sur les falaises et ceux-ci vont faire leurs œufs directement sur le roc. Les œufs ont une forme particulière qui les empêche de rouler facilement. Un couple de guillemots marmettes pond un seul œuf et un dérangement peut tout de même les faire rouler jusqu'en bas de la falaise. Il y a aussi les macareux moines qui, eux, utilisent une autre méthode. Ils vont creuser des terriers à l'île. Normalement, le terrier se situe dans le haut des falaises. C'est aussi à cet endroit que va nicher le pingouin, le petit pingouin. Il y a certains oiseaux qui préfèrent nicher au sol carrément. Lorsqu'il y a un peu de forêt, là, il y a l'eider à duvet qui apprécie particulièrement l'endroit. Lorsque le sol est complètement à découvert, ça fait l'affaire des goélands et ça fait aussi l'affaire des fous de bassin qu'on retrouve entre autres à l'île Bonaventure. D'ailleurs, parlant de fous de bassin, on les retrouve aussi sur le rocher aux oiseaux au large des îles de la Madeleine. C'est un endroit où la cohabitation entre le gardien de phare et la colonie ne devait pas être si évidente. D'ailleurs, il y a quelques gardiens qui sont mystérieusement disparus. Ennui ou folie due aux cris incessants des fous de bassin, on ne le saura jamais. Donc, les gardiens de phare ont souvent eu à cohabiter avec des colonies d'oiseaux. On peut s'imaginer le vacarme avec lequel ils devaient vivre. Bien avant les gardiens de phare, nous avons eu les premiers colons aussi qui sont passés par les îles. Les oiseaux sur les îles étaient souvent chassés pour servir de nourriture aux premiers colons. La chasse a d'ailleurs réduit beaucoup les effectifs d'oiseaux de colonies et il est désormais interdit de les chasser. Ils sont protégés depuis 1917 par la loi sur la Convention sur les oiseaux migrateurs. Je m'appelle Marc Larouche, je vous parle directement de la pointe de Rivière-du-Loup en compagnie de Karine Lebel de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Bonjour! Bonjour! Vous nous parlez aujourd'hui d'excursions sur le fleuve. Effectivement, tout le monde aime ça, voir le fleuve à ses pieds, tout ça, mais on aimerait ça aller se promener sur l'eau aussi. Et bon, si on, à moins d'être Jésus, ça prend un bateau. Effectivement, c'est un bon point. Donc, il y a plusieurs compagnies qui nous offrent des excursions en mer. On a, par exemple, soit en kayak de mer, avec la SEPCA, qui est à Saint-André-de-Kamouraska. Vous partez sur le fleuve avec un guide, votre kayak, votre pique-nique, et vous faites le tour des îles de Kamouraska. Donc, c'est des sorties de 3 à 6 heures, dépendamment des marées, ce qui est très bien. Dieu sait que c'est extraordinaire avec tout ce merveilleux paysage. Effectivement. Et si vous êtes chanceux, bien, vous allez peut-être y apercevoir des belugas. Et parlant de belugas, il y a AML aussi, Croisière AML, qui offre des départs à partir de Rivière-du-Loup. Effectivement, AML, ici, à partir de Rivière-du-Loup, jusque dans l'embouchure du Saguenay. Donc, vous avez de 3h30 environ une sortie en mer dans un magnifique bateau qui est tout nouveau de cette année. Donc, 3 ponts, un gros bateau qui peut accueillir beaucoup de personnes. Et puis, effectivement, vous allez voir toutes les baleines à bosse, les rorquals et tout ça. Les baleines à bosse, ça, c'est si on est chanceux parce que c'est un spectacle extraordinaire. Il y a aussi Duvet-Nord qui offre des départs aux îles. Effectivement, Duvet-Nord, ici, à partir de Rivière-du-Loup, des excursions autour des îles du Pau-à-l'Eau-de-Vie et de l'île aux Lièvres aussi pour pouvoir voir le paysage autrement aussi et même voir la ville de Rivière-du-Loup autrement. Il y a aussi des départs pour les excursions à partir de Rimouski. Oui, Navigation boréaliste vous amène au large de Rimouski pour sentir l'air salin de Rimouski. Et vous avez aussi l'île Saint-Barnabé juste en face, une entreprise qui vous amène sur l'île pour y séjourner quelques heures, même une journée. C'est là-dessus que se termine l'émission d'aujourd'hui. Nous espérons que nous avons pu vous faire découvrir davantage ces endroits magnifiques qui s'offrent aux amateurs de nature sauvage de tout le Québec. La semaine prochaine, on parle des activités à faire sur les îles du Pau-à-l'Eau-de-Vie et de la cueillette du duvet d'eider que l'on y pratique depuis plusieurs années. Ici Michel Hervé, merci d'avoir été là. À la prochaine et bon vent!